Allez, c'est parti. Du coup, merci à tous d'être venus pour cette table ronde dont le thème est salaire, retraite et profit, comment répartir autrement les richesses. Nous avons donc une table ronde aujourd'hui qui est composée de plusieurs invités que nous remercions déjà d'être venus nous voir. Alors, on va partir peut-être en présentation dans ce sens. Nous avons du coup Serge Uria, qui est militant d'une association d'entraide dans le Médoc. Monsieur Éric Bert, qui est économiste, membre du Parlement national de la NUPES. Monsieur Didier Delassa, membre du POI. À ma gauche, du coup, Alain De Carlo, du FSU, de la FSU. Et... C'est quoi la FSU pour les gens qui ne connaissent pas? La Fédération syndicale unitaire, donc la Fédération syndicale unitaire, donc qui syndique dans la fonction publique, notamment beaucoup aussi dans la fonction publique d'État, et on est la première fédération en termes d'enseignants. Donc voilà, pour vous donner une image. Merci Myriam. Et du coup, Myriam Eckert, qui est de Gilets jaunes, élue sur la commune de Bordeaux et membre du collectif Bordeaux en lutte. Voilà, donc on a un thème qui du coup vient un petit peu s'articuler, donc on va organiser une prise de parole dans un certain ordre en commençant du coup, je vous le redirai peut-être chacun les uns et les autres parce que j'ai mon petit papier, donc on commencera par Éric pour un point de vue académique sur la question des retraites et un point de vue qui nous accompagne sur ce sujet par le prisme économique et politique. Ensuite nous aurons du coup Didier qui nous parlera de travail et de salaire. Alain sur les besoins de répartition des richesses pour une école de la réussite pour tous. Et Myriam qui nous donnera un point de vue d'élu sur cette question des salaires, retraites et partage des richesses. Enfin Serge pour le témoignage et le regard associatif sur les conséquences des mesures économiques actuelles avec un focus particulier sur le secteur viniviticole. Et donc sans transition, peut-être je vais vous laisser chacun prendre la parole et puis je resterai du coup en modération pour le temps. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Puis merci pour l'invitation à venir discuter avec vous d'un sujet économique. Donc, alors, le thème est large, parce qu'effectivement, le gouvernement actuel a ceci qui nous occupe bien, puisqu'il réforme. Il faut mettre beaucoup de guillemets à réforme, ou alors il faudrait mettre contre-réforme souvent. Il réforme à tout va, et avec une cohérence d'ensemble de toutes ces soi-disant réformes. Moi, en quelques minutes, là, afin d'introduire la discussion, je vais plutôt me centrer sur le projet de réforme des retraites, puisque vous savez qu'il y avait déjà eu un projet de réforme des retraites, la fameuse retraite par points, qui a été vaincu par un mouvement social d'ampleur. Le Covid a aidé un petit peu aussi à remettre ça sous le tapis, mais Emmanuel Macron est têtu et nous ressort son projet qui veut faire voter là pendant l'hiver et mettre en place à partir du mois de juillet prochain. Alors l'argument que l'on entend à chaque fois, c'est de dire notre système de retraite est en déficit, donc il faut obligatoirement le réformer. Bon, alors déjà, on peut tordre le cou tout de suite à cette idée, puisque notre système de retraite, il est excédentaire en 2001 de plus de 900 millions d'euros. Il est prévu qu'il soit excédentaire de plus de 3 milliards d'euros en 2022. Donc, bon, l'argument, la catastrophe, le déficit est à relativiser. Alors, ce qui est vrai, c'est que ensuite, on va avoir des années où le régime va être déficitaire. Mais que ce soit en déficit ne signifie pas que c'est une catastrophe, parce que le déficit, il n'est pas très élevé. Et il est en partie très fictif. Le gouvernement communique beaucoup sur l'idée qu'il y a un déficit important et qui impose de faire cette réforme indispensable. Mais en fait, peut-être que vous avez entendu parler du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme, une institution très utile, qui avait été créée par Jospin en 2000, et qui rassemble des gens du patronat, des syndicats de salariés, des chercheurs. Donc c'est une composition très large.
et qui, tous les ans, fait des recommandations. Son objectif, en fait, voilà, il publie un rapport sur l'état général du système et puis les options possibles en matière de pilotage à moyen et long terme du système. Une des contraintes de ce corps, c'est que là, il doit travailler à partir des hypothèses que fait le gouvernement, donc là, à l'horizon 2027. Tous les ans, le gouvernement envoie un document à la Commission européenne en disant voilà ce que l'on va faire, comment, et ce que l'on attend, et pour être bien dans les clous de ce que souhaite la Commission européenne. Et donc il y a on anticipe des choses en matière de croissance, etc., de chômage. Et le déficit actuel, en fait, il provient de l'estimation du taux de chômage du gouvernement en 2027. L'an dernier, au printemps, en 2021, quand le gouvernement a envoyé son document à la Commission européenne, il tablait sur un taux de chômage de 8,4% en 2027. Cette année, je ne sais pas, ils ont été frappés par la grâce. Maintenant, ils tapent sur un taux de chômage de 5% en 2027, ce qui équivaut quasiment au plein emploi. Donc, il aurait pu y avoir de problème d'emploi en 2027. Le problème, c'est que pour les années qui suivent, le corps, lui, fait des prévisions à partir de sa propre analyse. Et l'an dernier, comme cette année, il prévoit plutôt un taux de chômage de 7% à l'horizon 2027. Alors ça apparaît peut-être un peu technique ce que je vous raconte là, mais le fait que le gouvernement prévoit un taux de chômage de 5% en 2027 et que le corps prévoit un taux de chômage de 7% en 2032 signifie que le corps est obligé, de manière tout à fait fictive, de simuler une récession, parce que entre 2027 et 2032. Parce que pour passer de 5% de chômage à 7%, il faut simuler dans ses prévisions une récession. Et donc évidemment, s'il y a récession, il y a moins d'emplois, il y a moins de cotisations, et donc le régime de retraite est en déficit. Et c'est sur cette base-là que le gouvernement essaie d'apeurer tout le monde en disant qu'il y a un déficit important. Donc ce déficit important, il est tout à fait fictif. Il tient juste au fait que le gouvernement fait des prévisions tout à fait fantaisistes sur l'évolution du taux de chômage à l'horizon 2027. Alors, ce qui est vrai, c'est que, comme je disais, il y aura quand même un petit déficit. Mais ce déficit ne vient pas, comme le gouvernement l'avance, d'un problème de dépenses de retraite qui augmenterait, puisque les dépenses, elles sont déjà stabilisées par les réformes précédentes qui ont été mises en place. Le problème, c'est surtout du côté des ressources. Parce que quand on n'arrête pas d'exonérer de cotisations les uns les autres, qu'on multiplie les baisses d'impôts, etc., ben oui, ça fait moins de ressources pour la protection sociale, et en l'occurrence ici pour la retraite. Alors, autre argument du gouvernement, c'est de dire ah oui, mais là les économies qu'on va faire, parce que maintenant ils sont même plus quand même, c'était tellement gros, ils en sont même plus à essayer de dire que ça va améliorer la situation des retraités. Ça, tout le monde a compris que c'était pas ça, mais il dit, mais par contre ça va permettre de dégager des marges de manœuvre pour financer d'autres services publics. Étant donné que ce gouvernement n'arrête pas d'afficher comme objectif de réduire les déficits publics pour repasser sous les 3% du PIB, le fameux critère de Maastricht, c'est d'ailleurs son objectif, en 2007, de repasser sous les 3% un déficit sous les 3% du PIB. Donc ça veut dire qu'il va falloir réduire le déficit. Donc il n'y a pas 50 façons, soit vous augmentez les recettes fiscales, soit vous baissez les dépenses publiques. Mais comme parallèlement, vous entendez toujours dire mais nous, on est les champions de la baisse d'impôts, il est hors de question qu'on augmente les impôts, au contraire, on baisse les impôts. Donc si vous voulez réduire le déficit budgétaire tout en baissant les impôts, il n'y a qu'une seule façon, c'est de baisser les dépenses publiques, et de baisser les dépenses publiques encore plus rapidement que la baisse des impôts. D'où la justification de cette réforme des retraites, et en aucun cas, cette réforme des retraites, les gains de cette réforme des retraites
ne vont servir à financer d'autres services publics, la santé ou l'éducation par exemple. On en attend à peu près 8 milliards d'euros d'économie de cette réforme des retraites. Tiens, bizarrement, c'est exactement le même chiffre des prochaines baisses d'impôts sur la production concédées aux entreprises sans aucune contrepartie. C'est à peu près 8 milliards d'euros. Donc en fait, bon, ben voilà, c'est... Pour faire simple, c'est les futurs retraités qui vont payer la politique de cadeaux fiscaux de Macron. Alors, quelles sont du coup les véritables motivations du gouvernement derrière cette réforme des retraites? Moi, j'en vois 3. La première, elle est liée justement au marché du travail et ça permet de boucler, de faire le lien avec la réforme de l'assurance chômage qui est en train d'être discutée, est en train d'être votée, qui est une honte absolue. C'est pas une réforme de l'assurance chômage, c'est une chasse aux chômeurs, comme on en a rarement vu depuis pas mal de temps. Donc la première raison, elle est liée au marché du travail, parce que le gouvernement, sa crainte, c'est de voir les salaires qui vont augmenter. De voir les salaires augmenter, parce que en temps d'inflation, vous vous rendez compte, si les salaires augmentent, ça va créer ce qui s'appelle une boucle prix-salaire. Si les salaires augmentent, ça augmente les coûts de production, donc ça va augmenter les prix. Si les prix augmentent, on va demander un rattrapage des salaires et ça alimente une boucle inflationniste, etc. Donc il va absolument éviter ça. Entre parenthèses, aujourd'hui il y a de l'inflation, elle est due à quoi? Elle n'est absolument pas due à la hausse des salaires, il n'y en a pas. Donc c'est pas ça la cause des salaires. S'il y a une boucle, c'est plutôt profit-prix. C'est plutôt les entreprises et les grandes entreprises et les multinationales, et là ça permet aussi de faire le lien avec les surprofits, qui accumulent des profits qu'on peut dire indus, puisqu'ils ne sont pas du tout le résultat de leur stratégie industrielle, de leur politique d'investissement, mais qui sont dus uniquement par la pénurie, on pense à Total ou autres, et donc ils en profitent, surtout quand ils sont dans des situations de monopole ou quasiment de monopole, de pouvoir augmenter leur marge bénéficiaire sur le dos du consommateur. Donc, peur d'augmenter, de voir les salaires augmenter, et donc la réforme des retraites, ça permet quoi? Surtout en repoussant l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ça permet de mettre plus de monde sur le marché du travail, donc de mettre plus de concurrence entre les personnes sur le marché du travail, donc de pouvoir jouer à la baisse sur les salaires. Quand on sait en plus que 40% des gens qui partent à la retraite ne sont déjà plus en emploi à ce moment-là, reculer l'âge de départ à la retraite, ça va avoir simplement pour conséquence de transformer des retraités en chômeurs, en vieux chômeurs ou en personnes dans la précarité. Donc là encore, mais si on se place avec leur logiciel et leur façon de réfléchir, c'est tout à fait cohérent. Hein. Bon, évidemment, si on se place dans une question d'intérêt général ou si on s'inquiète du sort des gens et de la vraie vie des gens, c'est totalement injuste, pour ne pas dire plus. La seconde motivation, elle est liée aux finances publiques, comme j'ai déjà dit. L'idée... Oui, je termine, effectivement. Non, tu fais bien de m'arrêter. Ça, c'est le travers des universitaires. On leur donne un micro, ils parlent, ils sont contents, ils déroulent. Bon, j'ai 2 phrases, je m'arrête. Je dis les 2 autres motivations. Accent sur les finances publiques, comme je l'ai dit, baisser les dépenses de retraite, ça permet de réduire le déficit public sans se poser la question de l'intérêt qu'il y a à faire ça. Et le troisième, c'est aussi de commencer parce que l'idée, le résultat, c'est la paupérisation des retraités avec cette réforme des retraites. Et donc, c'est de permettre à ceux qui en ont les moyens de se compléter de leur retraite publique qui va baisser par de la retraite privée. Et donc là, c'est faire entrer la capitalisation. Là, il y a vraiment une logique là-dedans. Donc nous habituer à commencer à ça. Donc voilà, et je m'arrête là avant de me faire gronder plus. Merci. Merci beaucoup. Non, je ne gronde pas, mais c'est vrai que c'est un rôle un peu ingrat de devoir rappeler l'ordre de passage. Du coup, on écoute... je vous laisse vous présenter, Didier, du coup. Oui, on peut se tutoyer. Bonjour à tous, Didier Delaza, je suis militant du Parti ouvrier indépendant et militant de la 4e internationale. Je suis par ailleurs ouvrier dans la métallurgie.
dans l'aéronautique et militant syndicaliste. Alors, moi je commencerai par la situation particulière du moment, le système capitaliste qui est en grande crise. Il est aujourd'hui dans une situation de guerre réelle dans de nombreux pays, et on le vit en Europe depuis février 2022 en particulier. L'OTAN d'un côté, Poutine de l'autre, pour nous c'est ni l'un ni l'autre, à bas la guerre. Et ce n'est pas en armant les belligérants que cela va régler le problème. L'OTAN impose l'augmentation des budgets de défense dans tous les pays. Rien que pour l'Union européenne, il s'agit de porter à 200 milliards d'euros le budget de défense des 27. Cela représente pour la France, d'ici 2025, 5 à 7 milliards supplémentaires. Combien de classes fermées, combien de lits supprimés, combien de postes de fonctionnaires, pompiers, instituts ou infirmières devons-nous supprimer? Pouvons-nous l'accepter? Pour nous, non. Seuls les peuples peuvent décider d'arrêter la guerre. Ce sont bien la mobilisation de la population américaine, à commencer par les femmes, mères et sœurs de soldats qui ont imposé au gouvernement de stopper ce conflit du Vietnam. Nous devons nous organiser, nous regrouper sur ce point particulier d'arrêt de la guerre en Europe, mais de toutes les guerres. Le Parti ouvrier indépendant a organisé une conférence européenne d'urgence contre la guerre en avril 2022, qui a permis à des militants de 19 pays de débattre et de préparer la manifestation contre la guerre à Madrid en juin 2022 à l'occasion du sommet de l'OTAN. Il est important de partir de ça parce que c'est vraiment la situation réelle dans laquelle on se trouve. Concernant le sujet des salaires, il me paraît important de revenir sur les premiers travaux de Marx et Engels qui définissent ce qu'est le capitalisme, que les intérêts des travailleurs sont antagoniques avec ceux du capital. C'est ce que l'on appelle la lutte des classes. Il précise également, étant organisé à l'échelle internationale, le capital, il est primordial que la classe ouvrière s'organise politiquement dans chaque pays et à l'échelle internationale pour renverser le système capitaliste. Il précise que dans chaque pays doivent se mettre en place et se développer des syndicats pour se regrouper et porter leurs revendications auprès des patrons. Ils vont d'ailleurs participer au premier congrès de l'Association internationale des travailleurs qui s'est déroulé à Genève en 1866. C'est pas hier. Le capital possède les moyens de production, fait fabriquer et vend, alors que la classe ouvrière ne possède que sa force de travail. Le principe du capital est de vendre les marchandises avec les meilleurs profits possibles. Ce que l'ouvrier vend, ce n'est pas directement son travail, mais sa force de travail, dont il cède au capitalisme la disposition momentanée. Cela est si vrai que la loi fixe le maximum de temps, pendant lequel, même s'il y a des dérives de plus en plus, temps pendant lequel il vend sa force de travail. S'il lui était permis de faire pour un temps indéfini, l'esclavage serait de fait rétabli. C'est à partir de ce constat que se lient les deux revendications suivantes, augmentation des salaires et réduction du temps de travail. La concurrence farouche entre capitalistes impose systématiquement une recherche de réduction des coûts afin d'engranger toujours plus de bénéfices. Quand le marché se resserre, la variable d'ajustement reste le coût du travail, comme ils disent. Licenciement, blocage des salaires, délocalisation à travers la planète pour toujours exploiter davantage la classe ouvrière. On perçoit ici la nécessité de regroupement entre travailleurs du monde entier. Marx disait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Chaque 1er mai, la revendication de réduction du temps de travail est toujours posée. Elle devient, en 1919, un vrai symbole. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Comment faire pour augmenter les salaires? Déjà, je pense que l'on est tous concernés, mais dimanche prochain, 16 octobre, il y a une marche nationale sur cet aspect-là, et je pense qu'il faut qu'on y soit nombreux et mobilisés encore dans la semaine qui vient. Je vais prendre un exemple. En 1968, occupation d'usines, augmentation des salaires, le SMIC a augmenté de 35%. Aucune entreprise n'a fait faillite après cela. Quand on parle de salaire, je vais évoquer le salaire différé. En 1943, la CGT clandestine énonce les premiers principes de fondation de la sécurité sociale. C'est au sortir de la guerre, dans une période marquée par de forts mouvements pré-révolutionnaires, qu'est instituée la sécurité sociale. Le principe est simple. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. La Sécu est gérée uniquement par les représentants des salariés. L'argent donc collecté est directement reversé aux malades, aux retraités.
car il ne passe pas par les mains de la spéculation. C'est là tout l'enjeu. À cette époque, le patronat ayant largement collaboré n'est pas en mesure d'éviter sa mise en place. La Sécu donc est financée par des cotisations directes et indirectes des salariés, et uniquement les cotisations des salariés. C'est ce qu'on appelle le salaire différé. Le patronat à l'époque s'est trouvé un allié important puisque le gouvernement d'union nationale, avec des ministres PCF, ont décidé d'appeler une partie de ces cotisations les cotisations patronales, ce que certains nomment aujourd'hui les charges. Vous avez donc des cotisations sur les salaires qui sont divisées en deux catégories. Les cotisations honteusement appelées cotisations patronales et les cotisations que vous avez sur votre fiche de paye, qui est la différence entre le net et le brut. Même si aujourd'hui, cela est géré par l'État à travers la CSG, qui est un impôt. Quelle est la situation aujourd'hui? Du blocage des salaires depuis des années, l'augmentation des prix prennent à la gorge des millions d'entre nous, alors que les profits explosent pour les plus riches. Toutes les lois sont faites pour aider les capitalistes à engranger de plus en plus de profits. Jean-Luc Mélenchon, lors d'une émission de télé récente, a précisé que depuis le 22 septembre 2022, chaque salarié du secteur privé ne travaille uniquement pour engranger des profits, des dividendes capitalistes. La question est donc bien d'arracher aux capitalistes le pouvoir, la rupture avec ce système, comme l'ont exprimé les 8 millions de votants pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et 11 millions votant pour la NUPES aux différentes législatives. Et je terminerai mon exposé en reprenant la une d'Information ouvrière, qui est notre journal, mais ce qu'a dit Mathilde Panot à l'Assemblée nationale: la guerre en Ukraine ne peut servir d'argument pour mener une guerre sociale. Moi, je partage tout à fait ce point de vue, et c'est ça qu'il faut que l'on combatte. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Parfait. Je passe du coup la parole à Alain De Carlo de la FSU. Merci. Donc Alain De Carlo, moi je remplace Laurence Laborde, qui devait venir au titre de la FSU, parce qu'elle est prise sur une AG féministe à Bordeaux, donc parce que toutes les luttes se côtoient. Donc je me présente rapidement, je suis enseignant d'EPS au collège de La Traîne, voilà, et donc militant à la Fédération syndicale unitaire. Moi ce que je souhaitais, c'était partir un peu à l'inverse et illustrer un peu dans cette table ronde ce qui se passe quand l'argent ne va pas et ne se répartit pas dans la société, et notamment dans les services publics. Et on va le voir pour l'éducation, mais c'est qu'une illustration, parce que je sais que ça résonnera peut-être beaucoup avec beaucoup de métiers d'entre vous, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, toutes ces problématiques, et qui touchent aussi évidemment tous les citoyens, parce qu'on a tous accès et besoin de services publics. Donc, ça remonte pas au dernier quinquennat, parce que ce serait facile de tout rejeter sur Macron et Blanquer, parce qu'il y a aussi des suppressions de postes massives à l'éducation durant le quinquennat Sarkozy. Mais les conséquences quand même de la période Blanquer se lisent très fortement à la rentrée. Et c'est sans aucun doute pour ça que Pape Ndiaye dit que la rentrée est normale. En effet, elle a été préparée par les politiques. Pour les usagers et les personnels, par contre, elle n'est pas vraiment normale. Donc quelques situations que je vous donne, que vous avez sans doute vues aussi à la rentrée ou dans les établissements de vos enfants ou collègues. Des classes sans profs, des milliers d'heures perdues. Pour petit exemple, dans mon bahut, c'était 2 profs de techno qui manquaient à la rentrée. Moi, en EPS, on a recensé plus de 2000 heures perdues sur tout le territoire. Donc c'est valable partout. Un recours massif à la précarité. Vous avez sans doute entendu parler de la mise en place des job dating, que ce soit au mois de juillet, enfin juin-juillet ou à la rentrée. Avec un recours massif à la contractualisation, mettant en plus en difficulté des collègues, parce que ça devient des collègues quand ils rentrent dans les établissements. On ne se bat pas contre les précaires, mais contre la précarité, et remet aussi en cause la question des métiers en faisant des jobs. Donc, un affaiblissement aussi massif de la formation initiale. Manque de personnel ne concerne pas que les enseignants, il y a aussi un manque d'AESH. Alors, j'ai repris aussi les luttes qui se sont passées dans le département. Il y avait une grève en début d'année au collège Mauguin de Gradignan, justement sur cette question des AESH. Manque de personnel administratif, d'infirmières, d'assistants sociaux, d'AED, de CPE, et j'en passe. Donc on a une crise de recrutement en effet dans les métiers de l'éducation, mais qui est aussi montée de toutes pièces. Des conditions de travail qui sont déplorables. Un salaire, vous savez, qui stagne depuis des années. L'exemple est souvent pris. En 1980, un enseignant rentrait avec plus de 2 fois le SMIC en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, c'est à la hauteur de
14 fois le SMIC. Donc on a une perte aussi de reconnaissance salariale et des pertes de sens aussi du métier, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est la même chose, comme je vous l'ai dit, un petit peu partout. On a de moins en moins aussi de collègues titulaires dans nos établissements, comme je vous l'ai dit, avec le recours à la contractualisation. Donc, comme il manque des profs, le choix a été fait aussi par le ministère de transformer la formation initiale, quand on rentre dans le métier, en moyen d'enseignement. C'est pour ça que cette année, de très nombreux stagiaires, avant étaient à mi-temps dans les établissements pour suivre leur formation après à l'INSPE. Aujourd'hui, ils sont majoritairement à temps plein devant les élèves et doivent en plus suivre leur formation. Et la mise en place aussi pour les entrants dans le métier de contractuels alternants avant le concours, c'est-à-dire des étudiants qui préparent leur concours, on leur propose d'être contractuels dans les établissements en responsabilité complète de classe. Et le ministère estime à 2000 postes qui sont couverts comme ça. Alors imaginons, sans ces 2000 postes, ce serait encore plus la catastrophe. Des classes aussi avec des effectifs extrêmement chargés. On est souvent à 30 et plus en collège, bien plus de 25 en éducation prioritaire, 35 en lycée ou en lycée professionnel, ce qui rend évidemment encore plus difficile de faire réussir tous les élèves, et notamment ceux qui sont le plus éloignés de la culture scolaire, les élèves en difficulté ou à besoins particuliers. Des réformes qui s'empilent avec des baisses horaires massives sur toute la scolarité. Alors réforme collège, c'est pour ça que je dis que je ne renvoie pas tout à la faute à Blanquer, parce que c'était sous Hollande avec Najat Vallaud-Belkacem, moins 162 heures sur le cursus, cette réforme mise en place. Réforme des lycées, moins 216 heures sur le cursus, et réforme des LP, environ moins 300 heures en 2018 avec Blanquer. Réduction des sorties scolaires un petit peu partout. Vous savez qu'on a des problèmes de chauffeurs de bus, de recrutement, enfin, nous on n'a pas le problème de recrutement, mais des problèmes pour les trouver. On a des problèmes aussi maintenant qui vont se poser de chauffage des établissements. On entend parler qu'il y aurait des réductions d'1 degré peut-être dès cette année dans les salles de classe et de 4 degrés dans les gymnases parce que, entre guillemets, on ne peut pas payer. Alors moi je mets des guillemets parce que, alors certes aujourd'hui les collectivités territoriales ne peuvent pas payer, mais on sait bien que les profits sont réalisés justement par les grands énergéticiens et que ces choses-là ne sont pas dues uniquement à la guerre en Ukraine, mais beaucoup à la libéralisation du marché de l'énergie en France et en Europe. Donc on voit, et d'ailleurs sur ces questions par exemple, pour parler des super profits, je pense que vous avez vu un peu la mission flash qui a été faite au niveau du Parlement, où il est sorti qu'on pourrait trouver 10 à 20 milliards en taxant les super profits. Nous, on a fait l'estimation, parce qu'on a des équipements sportifs en France qui sont des passoires thermiques, que ce soit les piscines ou les gymnases, c'est la Cour des comptes qui a dit c'est 20 milliards si on veut rénover tout. Voilà, quel choix on fait dans la société? Est-ce qu'on rénove dans l'intérêt des gens et de la planète, ou est-ce qu'on permet au profit de se développer? Des collègues aussi qui tirent la langue quand on leur dit qu'ils vont peut-être passer de la retraite de 62 ans à 65 ans et qui commencent à dire à leurs enfants, ça ne s'entendait pas avant, surtout ne faites pas enseignant parce que c'est des conditions déplorables. Donc on a bien un moins d'écoles qui s'installent et un moins bien d'écoles, alors que nous, on porte une école évidemment émancipatrice de la réussite de tous et tous. Et ça, c'est fait aussi avec un argument fort du pouvoir qui est, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent. Donc c'est un mensonge évidemment éhonté, et il nous infantilise en permanence en nous en croire qu'un budget n'est fait que de dépenses, il y a trop de dépenses, sans jamais tourner la tête du côté des recettes. On le voit sur les retraites, on le voit sur les salaires, et on le voit sur les services publics. Donc l'école qui avance pour nous est une école libérale, donc qui veut se calquer sur l'intérêt du marché. Et d'ailleurs l'Europe l'a dit elle-même, le Conseil européen en 2012, je le cite, disait: pour être compétitive sur le marché mondial, l'Europe doit disposer de systèmes d'enseignement et de formation qui répondent aux demandes du marché du travail et des apprenants. Une formation efficace et adéquate offre aux employeurs les meilleures chances de recruter des personnes qualifiées qui pourront assurer le succès de leur entreprise. Donc il y a vraiment une volonté de mise en adéquation de l'école au marché libéral, ce qui est un énorme problème, mais il se repose sur le fait qu'il n'y ait pas d'argent, mais non, l'argent existe. On a aussi des problématiques aussi avec des répressions, des voix dissidentes qui portent ces écoles de la réussite de tous. Je pense à notre collègue Kaïté Rada de Sud Éducation aujourd'hui qui subit une mesure de déplacement d'établissement intolérable. Et une perte de sens des métiers, comme je vous dis, parce que beaucoup de personnel, et pas qu'enseignants, sont très attachés évidemment à une école de la réussite de tous. Et on leur dit aujourd'hui, non, il faut appliquer les réformes. On ne vous demande pas pourquoi on fait la réforme, mais on vous demande comment vous la mettez en œuvre. Donc c'est aussi des choses dramatiques dans les différentes
dans les différents établissements. Donc nous, on porte évidemment pour cette école de la réussite de tous le fait d'aller chercher l'argent là où il est. Ben, là où il est, c'est dans la poche des 500 familles. Hein. Vous savez qu'elles ont dépassé les 1002 milliards d'euros cet été. J'ai ramené le magazine Challenge, mais je pense que tout le monde l'a à la maison. Enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas si dans l'histoire, peut-être que tu nous diras, Eric, s'il y a eu voilà, autant d'accaparement de richesses de la part d'une minorité, mais qui dessert évidemment la majorité et la société de demain. Alors peut-être je prendrai le temps tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai encore une minute ou pas. Une petite minute. Aujourd'hui, on a une réforme qui va se mettre en place, donc justement sur l'école libérale, qui va concerner les lycées professionnels, où ils vont encore subir des pertes horaires. On va augmenter le temps de stage, enfin, c'est le projet de Macron, augmenter le temps de stage, donc sortir encore les élèves des établissements. Et la volonté, c'est d'avoir une adéquation des formations avec les bassins d'emploi. Grosso modo, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, donc on localise. Donc on ne permet pas aux jeunes de viser des métiers qui ne sont pas dans leur bassin d'emploi. Et aussi une adéquation des horaires, c'est-à-dire que chacun va choisir un peu ses horaires dans son établissement. Et on voit bien là la volonté d'être adapté au marché, alors que tous les jeunes ont besoin d'émancipation. Alors nous, on dit former l'homme et la femme, le travailleur et le citoyen. Mais on voit bien que là, la volonté, elle est de centrer sur former la main-d'œuvre pour demain. Donc on appellera évidemment tout le monde à se mobiliser pour aussi pour les lycées professionnels. Il y a une grève qui est en préparation là, le 18 octobre parce que voilà, c'est des enjeux de société à former à des métiers, parce que je rajoute pas, mais le fait de maîtriser son métier, c'est aussi des évolutions nécessaires pour la transition écologique, etc., etc. Et là, on veut adapter pour avoir de la main-d'œuvre rapide et bon marché, ce qui est un scandale total. Donc voilà, donc travaillons à une meilleure répartition des richesses pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Et sans transition, du coup, on va laisser la parole à Myriam Eckert, qui est donc élue à la commune de Bordeaux, membre du collectif donc, Droit au logement et Bordeaux en lutte. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et c'est effectivement sans transition, je n'ai aucune compétence en économie, j'ai fait des études de théâtre, donc je ne pourrais pas me prononcer sur les flux, les profits, les pourcentages. Moi, ce que j'aimerais, c'est ramener peut-être aussi une discussion autour de même qu'est-ce que c'est que cette notion de travail. En tant que conseillère municipale, je suis amenée à rencontrer pas mal de gens, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui sont en résistance sur leur lieu de travail. Et ce que je constate en discutant avec eux, c'est que effectivement, le fait d'avoir des salaires insuffisants, c'est une grosse motivation pour descendre dans la rue ou pour se mettre en grève. Parce que normalement, le salaire devrait permettre de pouvoir vivre décemment, et ce n'est plus le cas pour la plupart d'entre nous. On est ric-rac, ou alors on n'arrive pas, il faut choisir entre je paye mon gaz ou je remplis bien mon frigo, etc. Beaucoup de gens en sont arrivés à des choix aussi drastiques que cela. Mais au-delà de cette perte de salaire ou de ce manque de salaire, beaucoup de gens que je rencontre me parlent aussi de leurs conditions de travail et de la souffrance que c'est aujourd'hui en France de travailler. Peu de gens arrivent au travail épanouis en disant « Super, je suis super content de me lever ce matin, je vais faire mon boulot ». Non, beaucoup de gens, par une perte de sens, par des façons de manager qui sont des techniques ultra-libérales, ultra-violentes, et qui existent aussi dans le public maintenant, font que les gens, au-delà du salaire, ne sont plus satisfaits de leur travail, et en tout cas n'y ont pas de plaisir ou ont une perte de sens. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on continue à interroger aussi, c'est effectivement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de travailler dans une société? Tu disais tout à l'heure, camarade, que le capitalisme était en crise. Bon, alors, je sais pas, ça fait... j'ai 50 ans, j'ai l'impression qu'il est en crise depuis très longtemps, et quand je vois les profits des entreprises, j'ai pas l'impression tellement qu'ils soient en crise, mais plutôt nous, on est en crise, effectivement, mais aussi en crise peut-être enfin, pas en crise, parce qu'il y a des gens qui le font, mais j'aimerais qu'on continue à creuser le sujet de c'est quoi le travail, pourquoi on est obligé de travailler, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on est vraiment sur cette planète pour travailler 7 jours par semaine et finalement travailler pour bien mourir, hein, puisque maintenant il va falloir travailler jusqu'à 70 ans. Moi j'ai pas commencé à travailler, donc je pense que même après ma mort il va falloir que je me lève pour aller bosser, pour avoir une retraite. Donc un sens à notre existence, concrètement, puisque c'est le travail qui définit beaucoup de choses dans notre rapport à la société, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde. Et finalement, beaucoup de gens ont fait des non-choix. Tout le monde n'a pas la chance de faire un travail qui lui plaît. Donc effectivement, il est important de réduire le temps de travail quand c'est un travail qui ne nous plaît pas.
La question du salaire à vie, du salaire universel, de toutes ces alternatives au salaire, en fait, qui permettraient de redonner du sens et de se dire je ne suis pas là que pour trimer et mourir, mais je suis là aussi pour vivre. Ça veut dire contempler, aimer, partager, m'investir dans des choses qui me plaisent, faire des choses pour moi aussi égoïstement, parce que j'ai besoin de me remplir et d'être une personne qui, à la fin de sa vie, peut faire quelque chose de comptable qui n'est pas financière, mais qui est philosophique, éthique. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, au-delà d'essayer de la gagner quelque chose que j'ai déjà eu en fait. Donc c'est des questions comme ça que je pense qu'il est important de continuer à creuser, et aussi à dire aux gens qui travaillent que nous réfléchissons au fait que cette souffrance au travail est entendue et qu'elle ne se résoudra pas uniquement en travaillant moins ou en gagnant plus. Le rapport de subordination, les placardisations, le mépris, la perte de sens, même avec un gros salaire, hein, ça compense pas en fait toute cette souffrance. Même si on remplit son frigo, si on doit partir au travail en traînant les pieds parce qu'on a un chef qui va nous faire des pressions, parce que on ne sait plus pourquoi on est là. Beaucoup de fonctionnaires que je rencontre, c'est ça, surtout les fonctionnaires sont complètement perdus. Ils savent plus pourquoi le CCAS, les agents du CCAS ne savent plus pourquoi ils ont eu le choix d'être assistants sociaux. Beaucoup de professeurs maintenant traînent des pieds. Et puis dans le service public, on embauche de plus en plus de gens précaires qui n'ont même pas cet ADN en quelque sorte du fonctionnaire, du hussard de la République ou je ne sais quoi, qui faisait qu'en tout cas on s'engageait pour être fonctionnaire en se disant on va être utile. Cette question d'être utile, elle est en train de disparaître pour les fonctionnaires et encore plus pour les ouvriers, enfin les salariés, parce qu'encore une fois les ouvriers c'est pareil, hein. Il va falloir aussi qu'on pense qu'il y en a de moins en moins. La robotisation, l'intelligence artificielle, tout ça font qu'il y a des tas d'emplois qui vont disparaître, qu'on a de plus en plus des emplois de service, ou encore mieux du télétravail, ou des choses qui se passent de façon dématérialisée. Donc je pense qu'il est important de réfléchir à redonner du sens aussi en dehors du système, ou en tout cas amener des paradigmes différents sur, effectivement, le travail n'est pas cette obligation à trimer, à être torturé, comme dit ce mot, pour gagner 3 francs 6 sous, pour crever de faim. C'est pas notre destin d'être humain. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, modestement. Je ne suis pas venu sur Terre pour travailler. Non. Moi, j'ai toujours fui le salariat, autant que j'ai pu. Et la dernière fois que j'ai été salarié, ça s'est très mal placé, puisque j'ai été placardisé. Donc, vous voyez, ça ne m'a pas du tout donné envie d'être de nouveau salarié. J'ai toujours fui le travail salariat. Pourquoi ? Parce que personnellement, ce que j'ai trouvé toujours plus important, c'était mon temps de vie. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ? Et j'étais prête à ça, à vivre du RSA, c'est-à-dire à être pauvre pour pouvoir avoir du temps. La question, c'est que pour avoir ce temps maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre des choses en place qui feraient qu'on ne serait pas obligé d'être pauvre pour avoir du temps de vie, soit par la répartition du travail, mais aussi parce que cet argent qu'il faut aller chercher dans la poche des riches, ils ne vont pas nous le donner. Hein, vous avez bien vu, ils ne veulent pas nous le donner. En tant que gilets jaunes, on a essayé pendant 3 ans de leur dire allez, il faudrait partager. Ils ne veulent pas, ils préfèrent nous arracher les mains. Donc cette bataille pour récupérer l'argent qui nous appartient, elle va être effectivement soit par la loi, soit par la rue, mais en tout cas, ils ne vont pas nous le donner. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on continue à réfléchir aussi à des alternatives au travail, que ce ne soit pas la seule option pour une jeunesse qui est déjà en perte de sens elle aussi, qui est mise en concurrence dès le lycée avec le Parcoursup. Il faut que tu sois meilleur que ton voisin, il faut que tu sois tout seul dans ton Parcoursup. La notion de classe est complètement éclatée, la notion de solidarité est complètement éclatée. Quel espoir pour nos jeunes de leur dire, ben non, en fait, ta vie, elle a un sens, tu peux avoir une activité qui va être utile pour tout le monde, quelle que soit ton activité, d'ailleurs que médecin ou éboueur, ben, c'est utile à tout le monde. Je suis aussi, si on donne de l'argent pour qu'on en donne un peu à tout le monde la même chose. Et toi, tu as une possibilité de t'accomplir dans ta vie dans des choses qui ne sont pas forcément obligatoires pour vivre. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais je crois que notre jeunesse, et moi qui ne suis pas si jeune que ça, on a besoin et envie de croire qu'on n'est pas attaché au capital systématiquement parce qu'il faut travailler, que quand on nous demande qu'est-ce que vous faites comme travail, et qu'on peut dire ben moi en fait je me balade, j'aime ramasser les champignons, ce soit pas vu comme en étant des parasites de la société, de gens qui eux travaillent et font le taf pour que des gens comme moi donc puissent aller cueillir des champignons. C'est important qu'on mette aussi un peu de philosophie autour de nos questions politiques, d'autant plus que la philosophie de la droite, on la voit, elle est là, elle est bien calée, eux ils sont bien dans leur botte droit, dans leur botte comme disait notre ancien maire. Ils avancent, ils en ont rien à carrer, ils continuent à tout broyer. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en gros. Hop, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Merci beaucoup Myriam.
Et on continue du coup avec Serge Juria, qui est donc militant d'une association dans le Médoc, une association d'entraide, et qui va nous apporter un regard associatif sur le contexte économique en cours et les mesures. Bonjour. Alors moi je suis bénévole au Secours populaire de Pauillac. C'est une association caritative généraliste, c'est-à-dire la première démarche que font les gens quand ils viennent nous voir, c'est pour avoir une aide alimentaire. Mais nous, on ne se contente pas de leur donner une aide alimentaire, on essaye de leur donner une dignité, qu'ils retrouvent une dignité. Et ce n'est pas toujours facile, on aide les enfants à partir en vacances, etc. On leur fait des journées découvertes dans le Médoc, de façon à ce qu'ils ne soient plus marginalisés comme on veut les mettre. Alors à Pauillac, nous, on accueille des familles en difficulté, des adultes handicapés, des personnes seules avec des enfants, des personnes qui perçoivent le RSA, et il y en a beaucoup, des retraités de plus en plus, qui ont des petites retraites qui ne leur permettent pas de vivre, des salariés au chômage qui ne sont pas forcément indemnisés, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est au chômage, on est indemnisé. Il y a un salarié sur deux qui n'est pas indemnisé, donc nous, on les accueille. Et surtout, après, il y a des travailleurs pauvres. Parce que dans le Médoc, ça existe, les travailleurs pauvres. Je pense qu'il y en a partout ailleurs ici. Alors, l'ordre de grandeur, nous, on est donc à Pauillac, dans la ville des Grands Crus, etc. On accueille quand même 90 familles chaque semaine, ce qui représente à peu près 250 personnes qu'on aide du point de vue alimentaire. Alors, pour en revenir aux travailleurs pauvres, dans le Médoc, il y a une quinzaine d'années, les châteaux embauchaient les salariés en CDI. Et depuis une dizaine d'années, il y a une tendance qui s'est complètement généralisée, c'est-à-dire qu'on a saucissonné toutes les tâches de la vigne. Je ne parle pas du chai, parce que dans le chai, c'est quand même assez... ça demande quand même des personnels compétents, alors que pour la vigne, il n'y a qu'une seule compétence, c'est la taille. Le reste, ce sont des travailleurs qui peuvent tout faire, etc. Donc au niveau de la tendance, c'est les châteaux moyens, les petits châteaux, et maintenant même les grands châteaux, ont tendance à donc saucissonner les tâches qui sont à faire et à les donner à des prestataires de services, qui eux sont les employeurs des salariés, et le château ne devient qu'un donneur d'ordre. Ces salariés qui sont donc soumis à des... Parce qu'il faut dire que le prestataire de service, il veut remporter la charge de travail de ce château, il tire le prix vers le bas. Évidemment, la conséquence, c'est que les salaires et les conditions de travail des salariés qu'il va embaucher vont être extrêmement difficiles. On se retrouve donc avec des salariés qui sont derrière un téléphone, qui attendent qu'on les appelle pour une journée de travail. Alors nous, on a affaire, puisqu'on regarde quand même les bulletins de salaire des personnes qu'on reçoit, certains salariés travaillent 10, 12 jours, 15 jours par mois. Et ils attendent qu'on les appelle quand on a besoin d'eux. C'est une forme d'esclavage moderne. Ces salariés, évidemment, ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Ils travaillent dans le froid, et cette année, ils ont travaillé en pleine chaleur pendant l'été. Ils font des gestes répétitifs. Par exemple, la personne qui taille, elle a un sécateur, et donc il y a le problème de la santé du canal carpien. La moitié sont obligés de se faire soigner. Maintenant qu'ils ont un sécateur électrique, c'est le coude, les tendinites, puisque ils nous ont dit que c'était au niveau du coude. Quand on enlève les bois, quand ils ont taillé, il faut lever pour que ça passe au-dessus des fils de fer. Ils ont tous des problèmes d'épaule. Donc il y a un problème de santé qui se pose. Quand c'était dans un château, la personne qui restait 10, 20, 30 ans, on faisait cas de sa santé. Comme maintenant, ce sont des personnels qui font ça pendant 5 ou 10 ans, on ne sait pas ce qu'ils deviennent quand ils ont la cinquantaine. Ce n'est plus de la responsabilité de l'employeur. C'est des gens qui sont en CDD et non plus en CDI. L'autre problème, c'est le problème du logement pour ces saisonniers. À Pauillac, on détruit des maisons pour y planter de la vigne.
à Pauillac, nous on a l'exemple, parce que souvent les gens qui vendent leur maison à un château, ils viennent nous dire on a quelques meubles à donner pour les gens qui en ont besoin, venez les chercher. Donc on sait les maisons qui ont été mises en vente et qui sont achetées par des châteaux. Alors il faut dire que le prix de l'hectare de terrain à planter en vigne, c'est 2,5 millions d'euros. Donc une petite maison, ce n'est rien du tout par rapport à la propriété qui pourrait être entourée, qui entoure cette maison. Donc c'est un problème de logement. Alors quand il y a, je parlerai après des vendangeurs parce que c'est la période la plus difficile à gérer pour les salariés qui travaillent dans les vignes. L'autre problème, c'est les saisonniers arrivent dès le mois de février. Parce que la période de vigne ne peuvent faire la taille que ceux qui sont compétents pour faire la taille. Le reste du temps, c'est des salariés qui viennent de partout. Ils viennent d'Espagne, ils viennent d'Italie, ils viennent de France, des autres régions et de Pauillac. Alors on s'aperçoit aussi que les parents qui ont travaillé dans la vigne, qui ont 50 ans, ils sont complètement démolis, ils ont des problèmes de dos, ils ont, je disais, des problèmes de tendinite. Ils n'ont pas envie que leurs enfants aient ce métier-là. Et donc, ils les poussent à faire autre chose que de travailler dans la vigne. Et donc, après, on se trouve avec une difficulté d'embaucher des salariés, puisque c'est le SMIC, des conditions de travail épouvantables, on n'a pas envie de faire ce genre de métier. Les jeunes, ils ont envie de faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des personnes qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Roumanie. Maintenant, il y a beaucoup de Roumains qui travaillent dans les vignes, les Bulgares aussi. Et donc, ce sont ces personnes qui arrivent. Et quand elles arrivent, l'accueil est zéro. Ils arrivent, soit ils dorment dans leur voiture, soit ils ont un camion aménagé, une tente, et quand ils veulent s'installer le long de la Gironde, 48 heures après qu'ils aient installé leur tente, la police municipale arrive en disant il faut qu'ils dégagent. Et donc ils se retrouvent dans les bois, comme à l'abri des regards, parce que dans le Médoc, on ne veut pas voir la misère. Et surtout les châteaux, leur image de marque, c'est il faut cacher la misère. Alors il y a des squats, pour ceux qui sont du coin, il y a un endroit qu'on appelle la déchetterie, c'est à côté de la déchetterie, il y a un endroit avec un petit bois. Pendant les vendanges, il y a 100 voitures là. Et c'est un scandale, pas d'hygiène, pas de WC, pas de douche, etc. Bon, c'est épouvantable. L'autre problème, donc, en plus de ces problèmes de sanitaire, douche, WC, etc., c'est le problème du déplacement. Quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire, donc s'ils veulent passer, c'est cher, 1 500 € au moins, etc. Donc un jeune qui veut travailler à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de son domicile, il faut qu'il passe le permis, il faut qu'il achète une voiture, il faut qu'il paye l'assurance. Et ça, c'est complètement impossible pour les jeunes. Par contre, les déplacements publics, le train et le bus, c'est la ligne, c'est pour le Médoc, c'est vertical, c'est-à-dire ça va du Verdon vers Bordeaux, ça va de Soulac vers Bordeaux, mais il n'y a rien en transversal. Quelqu'un de Pauillac qui va aller travailler à Saint-Laurent, il ne peut pas s'il n'a pas une voiture ou un autre moyen de locomotion. S'il est à pied, il ne peut pas. Et vous savez que dans les vignes, les parcelles ne se touchent pas. Donc le salarié qui habite Pauillac, qui doit aller travailler dans une pièce de vigne d'un château dont il ne connaît même pas le nom, à 7 km, il ne peut pas y aller s'il n'a pas un moyen de locomotion. Donc ça interdit à certaines personnes de pouvoir aller au travail. Ça aussi, il faudra qu'on réfléchisse au problème des déplacements et des moyens collectifs de se déplacer. Je vais en revenir maintenant aux vendangeurs. Alors les vendangeurs, c'est... j'ai oublié de donner le chiffre. Dans le Médoc, c'est 21 000 contrats saisonniers qui sont signés chaque année. 21 000. Qui se répartissent entre le tourisme, pour un tiers, et les 2 tiers, c'est pour la vigne. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire, 15 000 contrats saisonniers. Pour les vendangeurs, alors, il faut bien penser que le travail de la vigne, pour certains, ceux qui n'étaient pas du coin, moi qui viens de Lorraine, je me disais, la vigne, c'est les vendanges. Ben non, tout au long de l'année, il y a des gens qui travaillent dans les vignes.
parce qu'il y a du travail. Alors l'accueil des vendangeurs. Avant, c'était les étudiants, comme la rentrée universitaire, c'était en octobre, ils pouvaient faire les vendanges pour se financer un petit peu les études. Maintenant, c'est terminé, la rentrée universitaire, c'est début septembre. Donc, on ne trouve plus de jeunes personnes. Donc, il faut trouver des personnes qui veulent bien faire les vendanges. Donc, on en fait venir de l'étranger, du Maroc. Souvent, c'est Maroc, Espagne. La crise espagnole a fait en sorte qu'ils sont venus dans l'Italie, c'est la même chose. Tous ceux qui sont ressortissants de l'Union européenne ont le droit de travailler sans carte de séjour. Donc on les accueille dans des conditions épouvantables. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ils arrivent avec une tente, un camion, leur voiture. Les vendanges, il y a une quinzaine d'années, elles duraient 10 jours. Maintenant, elles durent 21 jours. Mais les salariés ne sont utilisés que pendant 10 jours. C'est-à-dire que c'est l'œnologue qui décide. Aujourd'hui, la pièce de vigne, le raisin est à point, on peut le vendanger. Ça dure la journée. Je prends un exemple, le lundi. Le lundi soir, on dit aux ouvriers, c'est pas la peine de revenir, vous reviendrez que mercredi matin. Parce que l'œnologue pense que la deuxième pièce de vigne sera à point. Et donc pendant ce temps-là, les 21 jours ils sont présents, ils ne sont payés que 10 ou 11 jours. Les autres jours, ils ne sont pas payés, mais ils sont à la disposition de l'employeur. Ils ne sont pas indemnisés. C'est un scandale, on essaye d'avancer là-dessus, mais le droit du travail ne nous permet pas à moins qu'il y ait une pression des salariés. Or, la plupart du temps, les gens qui viennent de l'étranger, ils n'ont pas trop envie de bouger parce que c'est pas facile pour eux. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que le croissant de la misère, il y a eu des études de sociologues, il y a eu un film fait par Ixchel Delaporte sur le Médoc, et elle a fait coïncider la richesse qui part du Médoc, qui passe par le Libournais, avec les grands châteaux viticoles, et on s'aperçoit que se superpose là-dessus le croissant de la misère. C'est-à-dire là où il y a les grands châteaux viticoles, c'est là où il y a le plus de misère. C'est là où les personnes touchent le plus le RSA, etc. etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On essaie de donner un petit peu de bien-être aux personnes qu'on reçoit, et puis on essaye de faire au mieux. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup à tous les 5. Finalement, vous pointez tous par différents prismes ce continuum d'exploitation par le salaire, par la retraite, et finalement ce partage des richesses qui est très très lié à la notion de travail, à la notion d'emploi, et qui vient tous nous toucher aujourd'hui. Juste rapidement, ce ne sont pas mes mots, mais on est en train de passer presque de la crise de la Covid à la crise du frigo vide. Et ce que vous venez tous pointer là, ça vient nous donner finalement le moment où, quand cette maltraitance s'arrête, à quel moment on récupère de la dignité face au super profit et face à ce grand capital finalement qui est aujourd'hui dans une capitalisation, c'est bien le mot, d'un ensemble de richesses qui ne se retrouvent pas réparties correctement. Donc merci beaucoup à tous par le prisme tant économique qu'associatif et élus syndicaux. Et merci pour vos témoignages qui nous permettent d'illustrer correctement ce sujet. Maintenant, place aux questions. Je vais me déplacer. Je vais peut-être prendre déjà 3 premières questions et puis vous répondrez peut-être tous par rapport à la casquette sur laquelle vous pouvez intervenir. Est-ce qu'il y a des questions ? Je me lève et je vais passer la parole. Mais si, il y a des questions. Voilà. Vous avoir entendu les uns et les autres. Le tableau que vous avez, j'ai l'impression que le tableau que vous avez dressé, c'est un tableau de renoncement successifs à des conquis sociaux qu'on avait, à un modèle de société. Et typiquement, on a parlé à un moment
de la sécurité sociale, du salaire différé. On a parlé des cotisations, comment la part salariale des cotisations sociales à la branche maladie de la Sécu et à l'assurance chômage ont été supprimées par Macron dans un silence finalement assez général, tant politique que syndical. Et au-delà et là tout ce que je constate effectivement, c'est qu'on avait un droit du travail qui permettait un certain nombre de choses tel qu'il était appliqué. Et dans ce processus de libéralisation, de capitalisme qui devient de plus en plus sauvage, on a recours partout, et y compris pour des travaux de la vigne, ce qui est une simple aberration, à des prestataires qui eux-mêmes salarient pour des périodes ridicules et des périodes d'astreinte, c'est même pas les périodes de travail. Et en plus, ces gens-là viennent de l'étranger, font des trajets pour se mettre à dispo dans ce croissant de la misère, là, où ces châteaux, moi ça m'a intrigué quand je suis arrivé dans la maison, ils ont tous un statut de société agricole ou je ne sais quoi. Quand je me suis pointé, moi, dans le Médoc, et que j'ai découvert Pauillac, Margaux, etc., je trouvais qu'ils n'avaient pas honte, les propriétaires de châteaux, d'avoir un environnement qui, finalement, avait une allure aussi pauvre et délabrée. Et je me dis, mais il y a plein de châteaux dans le coin, il y a un moment, il faudra peut-être qu'on ne se trompe pas de Bastille, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait une question. Mais on pourra réagir, bien sûr. Je prends peut-être un deuxième témoignage aux questions. Oui, c'est une question que je voulais poser à Monsieur du Secours populaire. Est-ce que vous avez des informations sur les propriétaires des châteaux du Médoc? Je vais m'expliquer mieux. À quel degré les fonds de pension américains ou autres possèdent, quel est leur... comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui possède réellement les châteaux du Médoc? Est-ce que c'est toujours les grandes familles ou est-ce que c'est les fonds de pension? Une autre... oui. C'est plus une question en lien avec la question des retraites et aussi l'exposé du camarade du POI sur ce qui s'est passé au sortir de la guerre et la création de la sécurité sociale. Je trouve qu'on entend très peu parler de la cotisation sociale comme outil de l'équilibre de notre système de protection. On entend parler de taxation des super-profits, mais en réalité, la cotisation, en particulier dans sa partie patronale, c'est quand même une façon d'augmenter les salaires sans alimenter aucune spirale inflationniste, et tout en permettant l'équilibre de notre système de sécurité sociale. Et je trouve qu'à la France insoumise, le mot cotisation est un mot qu'on devrait s'approprier mieux et en faire un élément de revendication politique très fort, en particulier le 16 octobre. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? Alors peut-être, c'est vrai que ce que vous disiez, peut-être c'était à quel moment ça s'arrête en fait? C'était un petit peu ça l'interrogation sous-jacente finalement. Est-ce que... Alors on va en prendre trois d'abord. C'est dans la foulée de ce que pose comme question le monsieur. Oui, allez-y. C'est juste pour savoir si quelqu'un peut nous expliquer tous ces grands propriétaires viticoles ou ces grandes propriétés viticoles, combien ils payent d'impôts aujourd'hui? En particulier au niveau des collectivités territoriales, quels sont les avantages des placements des grands groupes financiers en achetant les châteaux ici? On commence peut-être par ce sujet-là, si vous voulez. La question qui était plutôt vers vous, monsieur Julien. On ne connaît pas forcément les chiffres sur les châteaux. Nous, c'est surtout les personnes qui sont dans la pauvreté, des salariés qui travaillent, et même, je vais dire, pour les prestataires de services, le prestataire de service ne dit pas forcément aux salariés, quand ils sont dans une propriété, à qui appartient la propriété. Ils sont à tel endroit, mais ils ne savent pas à qui appartient le château. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même encore quelques grandes familles, Rothschild, etc., qui possèdent des châteaux,
Mais après, la plupart... Alors, il y a Arnaud qui possède des châteaux par là-bas. Ici, c'est le château Latour appartient à Pinault. Donc voilà. Et après, c'est beaucoup les assurances, AXA, etc. Et après, des fonds de pension. Et ça, alors là, on ne connaît pas. Il faudrait être dans le conseil d'administration pour savoir ou être actionnaire. Et ce n'est pas notre cas au Secours populaire. Voilà. C'était juste la question par rapport à la défiscalisation. Oui. Alors, ce que je peux dire, puisque moi j'étais ancien conseiller municipal à Pauillac, c'est que les grands châteaux ne sont pas assujettis à l'impôt local, c'est-à-dire que comme ils font partie du domaine agricole, ils ne sont pas assujettis à participer justement au financement des collectivités locales. Voilà. À moins qu'il y ait un fiscaliste là, donc un spécial. Oui, Michel de la LFI, mais je suis retraité depuis quelque temps, mais j'étais inspecteur des finances publiques, effectivement, et j'ai eu l'occasion de vérifier quelques châteaux dans la région. Alors, premièrement, effectivement, ils ne sont pas assujettis aux impôts de production. Vous avez entendu parler de ce que sont les impôts de production. Les impôts de production, c'est ce qui a remplacé l'ancienne, entre autres, l'ancienne taxe professionnelle, qui était assez nulle, assez mal assise, qui a été remplacée par deux taxes, une CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et une CFE, cotisation foncière des entreprises. Mais les entreprises agricoles ne sont pas assujetties à ça, et, parce que ce sont des entreprises agricoles. Par contre, elles payent la taxe sur le foncier non bâti, mais sur le foncier bâti pour les châteaux eux-mêmes, les maisons, mais le reste c'est foncier non bâti, et le foncier non bâti est presque nul, c'est insignifiant en termes de rapport pour les collectivités locales. Parce que ça, ces sommes-là reviennent aux collectivités locales, normalement. Donc, c'est pour répondre sur la fiscalité. Le reste, autrement, elles sont imposées à la TVA sur leur marge, et elles sont imposées à l'impôt sur les sociétés, puisque ce sont beaucoup des sociétés commerciales ou des sociétés civiles, mais en général des sociétés commerciales. Ce que je voudrais dire comme exemple, pour en avoir avec un, celui que je donne comme exemple, il n'était pas sur Pauillac, il était sur Saint-Émilion. Pour une année, une récolte, 9 millions de chiffre d'affaires sur cette récolte, 5 millions de bénéfices nets. C'est-à-dire hors toute charge. Vous voyez le rapport qui économiquement est aberrant. Il n'y a aucune entreprise industrielle ou commerciale qui réalise de telles marges. C'est phénoménal. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que ça concerne une minorité de châteaux. Il y a des paysans, des viticulteurs qui sont dans la misère aujourd'hui. Je peux citer un autre exemple d'un ami qui avait un château dans l'Entre-deux-Mers, près de Cléon, qui est arrivé à l'âge de la retraite, qui a voulu vendre sa propriété. Il avait travaillé toute sa vie professionnelle là-dedans. Il a voulu la vendre et il n'a pas trouvé d'acheteur. Dans l'Entre-deux-Mers, là-bas, Bordeaux supérieur, les appellations Bordeaux supérieur. Bon, sa femme prend la gestion pendant 2 ans, se disant je vais bien trouver un acheteur. Pendant ce temps, personne en 2 ans. Il dit au bout de 2 ans, je vais le mettre en fermage, ma propriété. Il n'a trouvé personne en fermage. Et aujourd'hui, les vignes sont à l'abandon. Et lui, il touche une retraite de misère parce qu'effectivement, il n'a pas pu vendre sa propriété et qu'il ne touche que la retraite pour laquelle d'ailleurs il avait cotisé, c'est-à-dire pas beaucoup. Il n'est pas beaucoup. Donc, il faut voir qu'il y a des gens immensément riches dans le vignoble, des choses qui échappent à l'entendement. On pensait qu'un Pétrus, c'est 1000, 1500 euros la bouteille. C'est une aberration de voir des choses comme ça. Mais il y a des gens qui, effectivement, ne gagnent plus rien, ils sont dans la misère. Ils sont de plus en plus nombreux dans le Bordelais, même si ce n'est pas le cas dans le Médoc. Autre question, juste en 2 secondes. Je voudrais aussi dire, puisque j'étais agent de la Direction générale des finances publiques, que cette administration a vu ses effectifs
être réduit en 20 ans, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça a commencé en 2002. En 20 ans, on est passé de 143 000 agents à 98 000 actuellement. Vous voyez le plan social que ça représente? La Direction générale des finances publiques, 143 000 à 98 000 agents. Tout ça s'est fait, certes, grâce à l'amélioration des techniques, Internet et toutes ces conneries, qui d'ailleurs mettent en difficulté un certain nombre de gens. Mais il n'empêche que ça ne s'est pas, ces pertes, ces réductions de coûts n'ont pas été mis au service de la lutte contre la fraude fiscale. Surtout pas. Je vous rappelle que tout le monde s'accorde à reconnaître un minimum de 80 milliards de recettes possibles, potentielles par an, si on luttait efficacement contre la fraude fiscale. Et de ce point de vue-là, on est loin du compte et on est loin de s'être donné les moyens. Je pense que parler des dépenses, c'est bien, mais parler des recettes aussi, il faudrait qu'on en parle plus souvent. Excusez-moi d'avoir été... Merci beaucoup. Myriam, vas-y, je t'écoute. Oui, je voulais rebondir sur 3 choses qui ont été dites. Capitalisme sauvage, renoncement, travailleurs pauvres. Le capitalisme deviendrait de plus en plus sauvage. Alors là, je suis très étonné. Moi, je pensais qu'il était tout simplement sauvage. En fait, quand ça se passait bien pour nous, il fallait aller en Afrique, il fallait aller en Amérique latine, il fallait aller en Asie, se rendre compte que le capitalisme était très, très, très méchant. Hein. C'est pas nouveau qui sort de sa boîte en disant « Non, par contre, les effets pervers du capitalisme, elles se font ressentir pour beaucoup plus de gens aujourd'hui. Donc, comme il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés par les méfaits du capitalisme, on a l'impression qu'il est devenu sauvage. Non, encore une fois, il a une philosophie, il a une pensée, en plus, comme c'est lui qui tient les rênes, il peut se permettre de penser sur du long terme. Donc, il sait où il en est. Il avance tranquillement vers la fin d'une planète agréable, vers un travail de plus en plus effectivement corvéable, flexibilité de l'emploi, etc. Donc, il a sa logique. Il a sa logique de destruction de tous les biens publics, il a cette logique de destruction des liens sociétaux, etc., etc. Donc il n'est pas plus sauvage qu'avant, il touche beaucoup plus de monde dans sa sauvagerie, c'est tout pour moi. La deuxième chose, c'était sur les travailleurs pauvres. Tu disais à Pauillac, il y a des travailleurs pauvres. Bon, mais ça devient un pléonasme. Hein. Beaucoup de gens qui travaillent sont pauvres. Voilà. C'est une catégorie sociale qui a été créée il y a quelques années, et notamment pour parler des gens qui, malgré leur salaire, n'arrivaient pas à se loger. Je vous disais que je suis membre du droit au logement, donc on est régulièrement amené à rencontrer des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas, malgré leur salaire, à se loger, d'autant plus que les prix à Bordeaux sont devenus exorbitants, du fait de la gentrification, du fait de Atlantique, du fait de ces métropoles dans lesquelles on va se noyer, puisque maintenant on passe d'une ville à une communauté urbaine, à une métropole, où on est confronté à des services publics dématérialisés, etc., etc. Donc on va se noyer, on va se perdre dans nos propres villes, on ne se reconnaît plus, tout est défiguré. Donc les travailleurs pauvres, c'est un pléonasme. Aujourd'hui, pour vivre bien à Bordeaux, par exemple, il faudrait peut-être 4 000 balles, 5 000 balles. Voilà, là, on nous dit le salaire médian, 1 300 balles. Ah, moi je fais plus, moi je te fais 1 800. Ah, moi je te fais plus, moi je te fais 1 600. Oh, en vrai, pour vivre bien, il faut 10 000 euros. Moi je veux bien 10 000 euros pour vivre bien. Hein. C'est-à-dire vraiment tranquille, bien remplir mon frigo, pouvoir partir en vacances, offrir à mes enfants des loisirs. Voilà, pourquoi on est toujours en train d'être chiche dans nos exigences? On veut un petit peu plus, pendant que les mecs ils se gavent avec leurs milliards et qui se posent absolument pas la question de savoir comment remplir le frigo. D'ailleurs, c'est même pas eux qui font leurs courses. Voilà. Et puis, par rapport au renoncement, tu disais tout à l'heure, camarade, on parlait beaucoup de renoncement. Non, ce qui a été fait, c'est des constats. Des constats, des pertes, des constats de tout le mal-être que encore une fois, cette notion de travail en nous-mêmes. Le renoncement ou pas face à ces politiques ultra-agressives, il est d'abord en nous-mêmes. En nous-mêmes, je parle individuel, de savoir si je suis prêt à m'engager ou pas pour lutter pour ce que je pense être un monde meilleur. Qu'est-ce que je suis capable ou pas de mettre en jeu dans ce désir d'une meilleure société, en sachant qu'on a en face de nous des gouvernements ultra-répressifs qui n'ont rien à voir avec M. Macron. Vous comprenez bien que c'est systémique. Hein, je vous rappelle que M. Hollande, je suis contente que les socialistes ont rejoint l'ANUS, mais moi je n'oublierai ni Rémi Fraisse, ni les mutilés de la loi travail. Je ne l'oublierai pas. Donc on est face à un système qui, de toute façon, quand on était en résistance, effectivement, est capable, et le mouvement des Gilets jaunes en est la preuve, avec ces nombreux mutilés, blessés, gazés, enfermés, emprisonnés, tout ce que vous voulez, que ce système ne se laissera pas changer sans exercer sur nous une forme de violence. La question, effectivement, aujourd'hui, est de savoir est-ce que le nombre pourra faire qu'on pourra se passer nous-mêmes d'être violents,
Moi, c'est des questions que je m'interroge, que je me pose moi-même en tant que militante, vous voyez. Parfois, je sais que mon pacifisme, ou l'impression que j'ai, c'est que mon pacifisme forcené, il sert aussi le système. Jusqu'à quel point je suis capable de me mettre en danger, de mettre en danger ma famille, de mettre en danger mes relations, pour vraiment attaquer de front ce système, qui, lui, ne se pose pas la question de savoir s'il est violent ou pas violent. Il est violent. Donc le renoncement... la question du renoncement, elle doit d'abord se poser à une échelle pour moi individuelle. Qu'est-ce que je suis capable, qu'est-ce que je peux investir dans les luttes à mener pour un changement radical de société, de paradigme. Et vous voyez bien que pour l'instant, on est tous avec nos micros en train de discuter et c'est nécessaire, c'est important. Et pour l'instant, moi, je ne peux pas faire plus, en plus de ce que je fais au niveau de militant. Mais je veux dire, je n'ai pas pris une arme, je n'ai pas pris une fourche, bien que on allait chercher Macron et lui couper la tête. On l'a pas fait, nous, les Gilets jaunes, avec tous les bras qui nous arrachaient. On n'a pas utilisé cette violence, malgré la violence qu'on nous a faite. Donc le renoncement, il est à s'interroger individuellement avant de dire aux autres, vous avez renoncé. Qui sommes-nous ? Où en sommes-nous de nos convictions politiques et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu pour changer ? Merci Myriam. Oui, moi j'avais noté sur mon papier aussi renoncement parce que en effet, je pense que c'est en effet un constat qu'on fait, mais il faut surtout pas pour renoncer, sinon on ne serait pas autour de la table. Voilà. Non mais c'est loin d'être, mais c'est important de travailler là-dessus. On a fait, je pense, un état du rapport de force aujourd'hui dans différents secteurs. En illustrant. Et tu es revenu aussi sur l'histoire de France. L'histoire de France, c'est un rapport de force sociale énorme, qui en 1945 permet aussi de créer la sécurité sociale, enfin faire des bons sociaux extraordinaires, de nationaliser, on n'a pas parlé d'EDF, on peut parler d'EDF, enfin, ça a été un rapport de force un rapport de force qui a permis de faire du commun et de mettre l'humain et la société avant les questions capitalistes. C'est pour ça que dans d'autres pays, en effet, ça s'est pas fait, mais nous, on avait ça. L'État social, il repose sur 3 piliers. Le droit du travail, donc respecter le travailleur dans son travail, et donc qu'il soit un citoyen aussi, parce qu'il y a même eu des comités d'entreprise. Les services publics, qui sont évidemment, qui font société, et la protection sociale. Et on le sait que cet État social est aujourd'hui en train de se fracturer, enfin d'être attaqué de toutes parts, mais il a été attaqué... Enfin, dès 1947, moi j'ai lu récemment un livre, le rapport de la CGT qui était présenté par Henri Reynaud en 1947, qui disait que déjà le patronat tentait de reprendre l'offensive. Mais évidemment, parce qu'il y avait une CGT forte, il y avait 5 millions d'adhérents à cette époque-là, qui faisait qu'aujourd'hui on n'en est pas là, socialement parlant. Puis, je jette la pierre évidemment sur personne. Mais il ne faut pas renoncer et il faut justement tenter de porter le rapport de force pour permettre de renforcer le commun, parce que l'avenir est au commun, on le sait, que ce soit au niveau écologique, au niveau social, voilà, rendre la dignité aux gens dans leur travail et partout dans la société, avec, ça a été dit aussi dans le public, enfin évidemment taxer les super profits, mais moi je ne l'ai pas dit, mais ça ne suffira pas, il faut une autre fiscalité, et il faut prendre en compte, comme ça a été dit, la question de la cotisation, bien sûr, parce que quand on dit augmentation des salaires, on a toujours tendance à voir le salaire net en bas de la feuille de paye. Mais quand on dit augmentation des salaires, c'est augmentation aussi des cotisations et de tout ce qui va avec, et tout le commun qui fait ça. Voilà, c'était juste pour revenir. Voilà. Mais on espère ne pas dresser des tableaux taux noirs. Voilà, il ne faut pas renoncer, il faut partir de là pour tenter de gagner. Et puis il y a des choses qui avancent quand même dans les têtes, on le voit, hein, même politiquement parlant, donc n'hésitons pas. Vous les 2 réactions là et après on devra s'arrêter. Allez-y. Ah, vous vous demandez. Oui, non, mais c'était pour savoir si je répondais ou après les questions. Oui, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, effectivement, quand on dresse un tableau comme ça, on veut avoir une vision extrêmement pessimiste. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, tu l'as rappelé, hein, on est dans une perpétuelle lutte des classes. Si notre camp est peut-être plus faible aujourd'hui, c'est que, alors peut-être que tout le monde ne va pas apprécier ce que je veux dire, mais il me semble qu'il y a tout un tas de luttes qu'on mène parallèlement et qui ont du mal à s'agglomérer, parce que, quelle que soit la lutte, il y a toujours, au fond, ce qu'on appelait
termes marxistes, la lutte des classes, le rapport entre le capital et le travail. Alors ça peut se décliner en termes de chômage, en termes de discrimination raciale, en termes de tout ce que l'on veut, mais la matrice commune de tout ça, le dénominateur commun de tout ça, c'est ça. Et d'ailleurs, nos adversaires, ils s'y sont pas trompés. Hein. Moi, je me rappelle de Warren Buffett, qui est un des grands milliardaires de ce monde, qui, au milieu des années 2000, dans une interview au New York Times, disait il y a une guerre des classes. C'est la mienne qui la mène, et on est en train de la gagner. Donc eux, ils sont parfaitement conscients de leur intérêt de classe. Nous, on a trop souvent, malheureusement, tendance à pas forcément à ne pas en être conscient, mais à avoir moins cette capacité à faire des mouvements d'émancipation qui rassemblent aussi largement que possible. Alors, la campagne présidentielle a été l'occasion, parce que quand même, bon, moi, avec ma vision d'économiste, il y avait quand même 2 modèles de société qui s'affrontaient. Moi, j'avais écrit une note de blog sur Mediapart pendant la campagne où il y avait le néolibéralisme, les 50 nuances de néolibéralisme qui allaient de Zemmour en passant par Le Pen, Pécresse et Macron. Et en face, il y avait la candidature Mélenchon, qui était celle qui apportait autre chose, c'était ce slogan de gouverner par les besoins. Et gouverner par les besoins, c'est remettre les individus au cœur des réflexions. C'est plus raisonner en termes de ressources humaines ou en termes de logique comptable qui font de nous tous des lignes, des ressources humaines, parce que quand on y pense, c'est horrible ce terme. On devient une marchandise au même titre que le reste. Et donc on en met un peu plus là, un peu moins là. Bon, mais non, il y a des vies derrière tout ça. Et donc l'espoir, il n'a pas franchi la barre du second tour, mais il y a quand même 22% des électeurs qui sont portés sur un programme dont l'idée c'était de mettre au cœur les besoins, d'identifier les besoins collectifs, qu'ils soient matériels ou immatériels, et de mettre en place les mesures permettant d'accéder à ça. En face, la logique, oui, elle est très claire. La perte de sens qui a été rappelée, les logiques marchandes qui s'immiscent partout, parce que la logique, c'est ça, c'est marchandiser tout ce qu'il est possible de marchandiser. Et quand on a ça à l'esprit, on comprend évidemment toutes les politiques économiques qui sont menées. La perte de sens dans n'importe quelle administration publique, chez les profs ou chez les soignants ou tout ce que l'on veut. Rappelons-nous que ça a déjà été le cas pour France Télécom, que ça a été le cas à La Poste, que c'est le cas à EDF, que c'est le cas dans tous les services publics. Cette logique, elle est parfaitement voulue. Perte de sens pour faire en sorte que les gens se barrent. D'eux-mêmes, ça sera encore plus simple. Ou qu'on arrive à les foutre dehors au bout d'un moment quand ils ont fait des fautes, ce qu'on appellera des fautes professionnelles. Pourquoi ? Pour foutre de la contractualisation derrière, pour mettre de la précarité et des gens beaucoup plus dociles, qui seront sous la contrainte, beaucoup plus malléables, etc. Et donc derrière, il y a une logique de coût, bien évidemment. Et le grand problème, et c'est là-dessus aussi qu'on peut nous avancer des arguments contre, c'est que ça entraîne une perte de compétences énorme. Regardez, vous vous rappelez des affaires McKinsey et compagnie, mais le fait de sous-traiter à ces cabinets-là, le fait que EDF sous-traite aussi à des boîtes privées, fait qu'il y a des pertes de compétences et qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire, et donc ça pose des problèmes industriels, en matière industrielle, et ça pose tout un tas de problèmes en termes de formation, etc., etc. Et donc en face, identifier les besoins et avoir une logique collective, parce qu'on parlait des communs évidemment qui sont super importants. Quand je parle de ça, la question, c'est pas juste l'État, parce que l'État, on voit, l'État aujourd'hui, il est au service du capital, donc il n'y a rien à attendre de lui, donc c'est pas étatisé. Et donc on revient sur l'idée de la cotisation qui est super importante, parce que moi je me rappelle le débat, on m'avait dit ouais mais vous devriez être content, Macron, il développe l'étatisation, mais non, au secours.
Au secours, parce qu'en développant l'étatisation, il développe la possibilité de dire à un moment, on ferme le robinet, on finance plus. Et c'est exactement ça. La redevance télé, bon, ben maintenant, c'est une partie de la TVA qui va financer l'audiovisuel public. Ben, quand ils auront décidé qu'ils ne veulent plus, ben, hop, ils arrêteront. Les universités, c'est ce qui s'est passé pour nous. Hein. On nous a dit, ouais, autonomie, bon, ben, c'est l'autonomie de gérer la pénurie. Et on nous avait promis, main sur le cœur, parce que avant, la base salariale c'était l'État qui payait, maintenant c'est les universités qui nous payent. Et l'État a dit, mais on va transférer les sommes. Ben non. Petit à petit, on en met un peu moins. Donc, les universités, ben, elles doivent serrer la ceinture. Bon, donc, etc., etc. Voilà, je ne vais pas faire trop long, parce que je suis toujours trop long. Parfait, merci. On est un peu pris par le temps. Je prends votre réaction, la question de Madame Cour, et puis du coup, je passerai la parole à nos intervenants, et puis on pourra... Ouais. Juste après, oui. Alors, autant je te rejoins effectivement sur la sauvagerie du capitalisme. En plus, ils ont trouvé une brèche et on est effectivement plus permissif parce qu'ils ont pris le pouvoir à peu près partout. Néanmoins, je pense que ça s'alimente aussi de ce que j'appelais les renoncements et que j'utilisais ce terme particulièrement pour parler des cotisations. Dans mon entreprise, alors je suis syndiqué, hein, j'ai essayé d'attirer l'attention des gens sur les modifications sur notre fiche de paye, des trucs qui sont écrits noir sur blanc sur la fiche de paye, qui sont au journal officiel, et pour lequel j'estime que moi, le rôle des syndicats, mais je vais parler des centrales, parce que je pense qu'au niveau local et dans les branches, à la limite, on essaie encore de bien défendre les intérêts. Mais là, j'estime que c'était le rôle des syndicats, et je dis renoncement pour pas dire pire, parce que je ne comprends pas cette attitude. Voilà, sur les acquis du CNR, etc., on sait en parler, et là, on a laissé partir des trucs en fermant notre gueule. J'estime qu'il y a des gens qui ont endormi la population sur des sujets hyper grave. Les cotises affectées qui passent en CSG, on en fera ce qu'on voudra. Mais et on continue à parler d'assurance chômage et d'assurance maladie. Pour moi, il n'y en a plus, on ne cotise plus. Quand on ne cotise pas, on n'a pas d'assurance. Et ça, c'est fait. Et dans un énorme silence, entre autres syndical, mais pas que. Alors que c'est justement le rôle de ces syndicats de défendre ça, d'alerter, de venir dans les entreprises, de prendre la parole, et ça n'a pas été fait. J'appelle ça du renoncement parce que voilà, c'est le mot qui me paraît le plus politiquement correct. Mais je pense qu'il se passe des trucs de cet ordre-là. Très bref, juste une question, parce que j'ai loupé le début de l'exposé, je suis arrivé en retard, mais quand vous parliez, je suis arrivé, vous parliez du plein emploi, 5%, tout ça. Hein. Voilà, donc la dernière chose que je veux dire, et que ça renvoie un peu aux autres interventions, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps, chacun dans notre coin ou ensemble, à s'informer, parce que tout est perverti, tous les mots ont été vidés de leur sens, et il faut vraiment qu'on regarde bien de près, et ça facilite les fameux renoncements d'ailleurs, parce qu'on ne sait plus où on habite, quoi. Ce qui est vert et noir, etc. Bon. Merci beaucoup. Alors, d'abord sur les syndicats, je suis syndicaliste aussi, effectivement il y a une forme de renoncement mais qui s'explique, c'est trop long à en débattre là, mais il y a des enjeux effectivement importants. Ensuite, sur ce qu'il est possible de faire, moi je pense qu'il faut travailler sur deux axes. Le premier, les 22% faits par Jean-Luc Mélenchon et les candidats à la NUPES, c'est basé sur un programme de rupture. Programme de rupture, aujourd'hui, il y a un parlement de la NUPES, ils se battent d'arrache-pied tous les jours pour être salis très régulièrement, pour diverses choses, mais je crois qu'il faut tenir compte de ça. Et le deuxième pied, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait dans les groupes d'action, dans les parlements locaux, etc. Je crois qu'il faut qu'on prenne notre tâche réelle de mobilisation de la population. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, il nous est proposé de faire des assemblées populaires, des parlements populaires, mais il faut que ce soit large, mais il faut que ce soit sur la base, pour moi, du programme de rupture. Parce que si 22% des Français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas rien.
on sait quelles sont les raisons qui ont fait qu'il n'était pas au second tour. Mais bon, peu importe, c'est quand même un acquis important. Et il y a 146 députés NUPES, 150, pardon, ouais, bon, enfin, peu importe. Alors évidemment, on est déçus, c'est pas la majorité, parce que je vois Vincent, là, on est à même circo, on a perdu à très peu, comme dans d'autres endroits. Mais parce qu'évidemment, on nous a savonné la planche. Parce que le capital, il tient toute la presse. Toute la presse. Toute la propagande du capital, elle est journaux, télé, presse écrite, etc. Voilà. Moi, je connais qu'un seul journal indépendant, c'est le mien. Parce qu'il n'est pas financé, il est financé que par les cotisations. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il y a le travail que font les camarades de la NUPES au Parlement, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous, on soit mobilisés partout et mobiliser, sensibiliser la population. Parce que je ne sais pas le nombre de voix que ça fait, 22% qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, mais si ces 22%-là étaient dans la rue le 16 octobre prochain, je pense que ça parlerait quand même. Voilà. Donc, à nous à faire le boulot. Voilà, j'arrête là. Merci. Bon, on était un petit peu en retard, on est de nouveau, voilà, on n'a pas forcément rattrapé, mais merci. On va faire peut-être chacun un petit tour de table si vous souhaitez un petit mot de la fin, très court, puisque nous sommes vraiment au bout. On part... Oui, je vais faire très court, mais quand même, j'aimerais que nous n'oublions pas que ces 22% dont tu félicites la France Insoumise ne sont rien comparés au nombre de gens qui ne votent plus. Donc continuer à penser qu'on est légitime parce qu'on a fait 22% des élections où personne n'est allé voter, c'est ne pas comprendre ce que vit la France aujourd'hui, c'est continuer à penser qu'on est légitime à représenter soi-disant 22% de gens. Non, la France Insoumise, elle représente beaucoup moins que ça. Il y a beaucoup moins de Français qui ont voté tout court. Donc si on ne pense pas à ça, on va s'enfermer dans le fait qu'on n'est pas si mal, on était 3e. Non, il y a un maximum de gens qui ne votent plus. Voilà. Autre chose, vite fait, 8% de gens sont syndiqués en France aujourd'hui. Vous demandez aux syndicats de représenter qui, quoi, où sommes-nous? Et enfin, pour finir, puisqu'il faut faire vite, en tant que Gilets jaunes, pendant 3 ans, on est descendu tous les samedis dans la rue en vous disant qu'il fallait être tous ensemble pour toutes les valeurs qu'on défendait et qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vendu comme soupe, les télévisions et les journaux, du grand capital, comme vous le dites, tous ensemble, tous les samedis, on a perdu des mains, on a perdu des yeux, on a été amendé, on a été en prison, etc. C'est pour ça que j'interroge en chacun de nous, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu pour changer de système? Voilà. En tout cas, une bonne partie des gens pensent que c'est pas forcément par le vote que ça va passer, puisqu'en tout cas, ils ne votent plus. Donc vraiment, j'appelle les camarades de la France Insoumise à vraiment réfléchir à ça, à cette abstention qui font que aucun élu, je suis élu à Bordeaux, aucun élu n'est légitime aujourd'hui en France avec des taux d'abstention que nous avons aux élections. Donc encore une fois, tout le pouvoir à la base, gardez confiance en vous, vous avez en vous la capacité de vous révolter, vous avez la capacité en vous de vous organiser, de réfléchir, de faire des propositions, même les plus folles qui soient, parce que de toute façon, quand un mec, comme n'importe quel milliardaire aujourd'hui, gagne 50 milliards par an, vous croyez pas que c'est fou ça ? Vous croyez pas que le mec, il dit « Ah ouais, j'ai gagné 50 milliards !» Non, c'est complètement fou. Et ils le font. Donc nous, on peut aussi bien inventer une société qui peut paraître complètement folle, mais qui sera plus juste et plus égalitaire. Donc faites-vous confiance, refaites de la politique, vous êtes là, vous en faites, mais parlez-en autour de vous. La politique, c'est parce qu'on l'a fait qu'on va la changer. Merci. Bravo. Oui, au titre de la FSU, je souhaite remercier la France Insoumise de nous avoir invités aussi à ce débat. Non, mais tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Et alors juste, moi je voulais venir vu que c'est sur la question de la répartition des profits, et qu'on voit aussi, Eric a parlé d'isolement des luttes un peu catégorielles, chacun dans son secteur. Parfois on arrive à être tous ensemble, mais c'est quand même assez rare. Ça fait partie des choses, je pense, qui peuvent peser, le fait de se mobiliser plus ensemble. Et après, on a été interpellé dans la salle avec la question de le syndicat de la base, le syndicat d'en haut un peu. Et je crois que c'est aussi une fracturation où on essaye aussi de nous dire, la base, entre guillemets, c'est bien, puis au national, ou en haut, c'est compliqué. Et je crois que ça aussi, ça pèse. Alors juste pour vous dire que l'intérêt est aussi de renforcer le syndicalisme, et je ne porte pas la FSU, je dis le syndicalisme de manière générale. Il y a des études, là je vous la donne juste là, mais notamment de 2 femmes du FMI, qui étaient économistes au FMI, et d'autres ont fait ces études-là aussi, qui ont montré que depuis les années 80, évidemment, il y a une perte de salaire chez les gens, de répartition des profits, et qu'ils estiment que la majorité de ces pertes de salaire sont dues
au manque de syndicalisation. Donc c'est des choses qui sont corrélées. Donc je vous invite moi à renforcer le syndicalisme de manière générale dans vos boîtes, dans vos services publics, partout, à discuter avec les personnes de la perte du sens du travail, de reprendre en main le travail aussi. Ça ne passe pas que par la cotisation syndicale, mais aussi, voilà, donc, et à vous mobiliser, à continuer les luttes que vous menez parce qu'elles sont d'intérêt commun. Bon, je ne vais pas ajouter grand-chose, je voudrais juste remercier la France Insoumise d'avoir donné l'occasion aux partis indépendants de pouvoir participer à cette table ronde. Merci. Oui, moi aussi, je vais remercier le fait de participer à cette table ronde intéressante. Un ou deux mots. En fait, aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés, là, quelqu'un le rappelait, où on fait perdre on fait perdre les repères aux gens, c'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de manipuler les gens et de voilà, vous leur faites perdre leurs repères, je vais arriver. Et du coup, il se raccroche au premier ou à la première qui va lui donner un discours rassurant, lui disant je vais te protéger, etc., etc. La montée de l'extrême droite, ça renvoie aussi à ça. Macron est spécialiste dans l'art de dire un truc, mais d'utiliser un mot et en fait de le dénaturer, de lui faire dire le contraire. Enfin, on est dans une logique orwellienne très très. C'est assez flagrant. Et du coup, le lien que tu faisais à l'instant, parce que cette étude est intéressante justement entre syndicalisation et paupérisation. Ça fait des années et des années, avec tous les défauts qu'ils ont, que l'on présente dans les médias de manière générale les syndicats comme étant du corporatisme. Évidemment, ils défendent les travailleurs, donc c'est une corporation, oui, effectivement, et qu'on dénigre, etc., etc. Ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on est face quand même à une machine. Quand tu dis il y a 50% des gens qui vont pas voter, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'arrête pas de leur dire que ça sert à rien. On n'arrête pas. Bon, mais quand on arrive à mobiliser, on peut faire des choses. Je m'arrête. Nous, le public qu'on accueille, c'est un public en grande difficulté. Ils ne savent pas si le lendemain, ils vont pouvoir manger. Donc, il y a des notions qui leur échappent. Ils sont complètement déboussolés. Et c'est pour ça que quand on discute un peu avec certaines familles, ils vont vers le Rassemblement national. Alors que, je sais pas, c'est peut-être le plus gros bâton, comme disait François Ruffin. Ils ont choisi le plus gros bâton pour taper sur Macron et ils pensent que c'est le Rassemblement national. Donc il y a complètement un travail, mais je crois que ce qu'il faut leur redonner aux familles que nous on accueille, c'est l'espoir. L'espoir d'un autre lendemain. Voilà. C'est ce qu'on essaie de faire et c'est pas toujours facile.